Alors aujourd'hui, dans Parlons-en, 55 petits jours, c'est le temps qui nous sépare d'une élection capitale pour l'avenir d'un pays, mais aussi la marche du monde, l'élection présidentielle américaine, qui de Kamala Harris ou de Donald Trump s'installera à la tête de la première puissance de la planète. Ils auront 90 minutes ce soir pour convaincre les Américains de les choisir, car ce soir, c'est le débat télé à 21h, heure de Pennsylvanie, 3h du matin à Paris. Un rendez-vous crucial pour Kamala Harris qui mène campagne à toute vitesse depuis le retrait de Joe Biden. Est-ce que c'est le rendez-vous de sa vie? On en parle avec mes invités jusqu'à 10h45. Amy Green et Agnès Trouillet. Bonjour mesdames, merci d'être là. C'est Parlons-en, on a beaucoup de choses à se dire et c'est parti. Bonjour Amy Green. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de la politique américaine, enseignante à Sciences Po Paris et autrice de L'Amérique face à ses fractures, la fin du rêve américain. Question posée, c'est sorti chez Talendier. Bonjour Agnès Trouillet. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là, maître de conférence en civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre. On peut retrouver en ligne vos articles sur la droite conservatrice et votre thèse sur le Tea Party. Il sera 21h sur la côte est américaine, 3h du matin en France. Avis aux insomniaques ici dans l'Hexagone. Kamala Harris et Donald Trump donnés au coude à coude dans les sondages ont 90 minutes pour convaincre. Premier et seul, a priori, débat à télé entre les deux prétendants à la Maison-Blanche. 75 jours après celui qui avait définitivement enterré la candidature de Joe Biden. On regarde les enjeux en images et on en parle juste après. Deux candidats qui rêvent de la Maison-Blanche, deux orateurs au style différent et un débat. Kamala Harris, candidate démocrate, en est une habituée. Dès 2004, alors procureure, elle manie l'art oratoire avec sérénité. Et autorité, en 2020, sa passe d'armes avec Mike Pence, vice-président, avait marqué les esprits. Monsieur le vice-président, je parle. Je parle. Elle devra aussi déjouer pendant 90 minutes les célèbres pics de Donald Trump. Lui est un habitué de la télévision, un habitué des élections, qui a le langage particulièrement fort, dur, quelquefois, souvent même excessif. Pour s'entraîner, la candidate démocrate a fait appel à Philip Reines, célèbre consultant politique, qui lui donne un avant-goût de Donald Trump, notamment sur le dossier sensible de l'immigration, en attendant le vrai débat à Philadelphie, qui se déroulera dans la nuit de mardi à mercredi. 90 minutes, 2 pages de pub. Amy Green, est-ce que c'est Kamala Harris qui a plus la pression là, à quelques heures de ce débat? Il y a un fort enjeu pour Kamala Harris ce soir. Elle a à peu près 3 enjeux, je dirais. Se présenter au peuple américain, parce qu'elle reste quand même une candidate relativement méconnue, malgré le fait d'être vice-présidente. Elle doit également raconter un petit peu son parcours, évidemment, pour continuer le message qui a été lancé à la Convention démocrate, c'est-à-dire de raconter son émergence, son parcours typiquement américain depuis des origines modestes, qui incarnent une sorte de rêve américain avec les parents issus de l'immigration, etc. Et puis après, les Américains l'attendent de pied ferme sur le programme. Parce qu'aujourd'hui, on a des éléments par-ci, par-là. Elle avait ouvert son site web avec des éléments de programme, mais néanmoins, ça reste relativement faible en détail selon certaines personnes. Et donc, en effet, aujourd'hui, les Américains attendent un peu plus dans le détail, dans le fond, et concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va incarner comme changement. Dans une élection où l'enjeu principal pour les Américains, entre autres, parce qu'il y a des sujets de prédilection, mais il y a une vraie envie de la part des Américains d'une rupture. Et ils considèrent aujourd'hui que la vice-présidente incarne une continuité. Donc, pour ceux qui la connaissent ou ceux qui la connaissent un petit peu moins, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle promet et comment est-ce qu'elle va le financer et y arriver. Comment on incarne la rupture dans la continuité? C'est bien sûr l'une des questions, on va y revenir. Agnès Trouillet, effectivement, Amy Green l'a dit à l'instant, elle a donné une grande interview à CNN il y a quelques jours avec son vice-président. D'ailleurs, on y reviendra. Mais on ne connaît toujours pas bien son programme. Mais elle, finalement, les Américains la connaissent
pas si bien que ça non plus, Kamala Harris, à la différence de Donald Trump. Oui, tout à fait. Comme disait Amy Green, il faut incarner un changement. Donc il y a deux choses. Il y a cette volonté de changement de la part des Américains. Et donc les derniers sondages, effectivement, donnent Trump beaucoup plus porteur de changement, curieusement, que Kamala Harris, avec une proportion double, même, puisque presque 60% pensent que Kamala Harris ne va pas changer la politique des 4 dernières années, tandis que 30% des Américains pensent que la proportion inverse. Bref, elle doit se faire connaître, effectivement. C'est ce moment pour elle, hein, c'est un moment crucial, c'est un peu le débat de sa vie. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on dit c'est le débat du siècle, c'est le débat du siècle. Hein. Mais David Axelrod, l'ancien conseiller du président Obama, parlait vraiment de débat du siècle ici, puisque c'est son opportunité de se présenter effectivement au public. La Convention nationale républicaine lui a permis de se présenter, de s'introduire, de parler de sa perspective et de sa voie vers le futur. Mais effectivement, il faut qu'elle revienne sur le détail de ses mesures politiques, hein, ce qu'elle n'a pas vraiment fait finalement pendant la convention, pendant l'interview sur CNN avec son vice-président Tim Walz, où elle a été finalement assez lisse et assez posée, modérée, et peut-être qu'elle cherchait à montrer qu'elle était capable d'être poussée dans ses retranchements, puisqu'on l'a questionnée notamment sur son changement d'avis, sur la fracturation hydraulique, notamment, un point crucial pour la Pennsylvanie. Donc, il y a plusieurs enjeux ce soir. Et le fait qu'elle soit, pour la première fois, face à un candidat présidentiel, hein, elle-même candidate présidentielle, que Trump et elle se rencontrent en personne pour la première fois. Je crois qu'ils ne se sont jamais parlé directement. Hein. Et ce n'est jamais effectivement que son 3e débat avec un candidat républicain. Donc les personnes qui la coachent pour le débat lui montrent comment justement répondre aux particularités des candidats républicains. Avec un problème majeur qui est que Donald Trump n'est pas un candidat comme les autres et que par essence, il est absolument imprévisible, Amy Green. Oui, mais en même temps, ce qui est assez intéressant dans l'approche démocrate depuis l'arrivée en liste de Kamala Harris, c'est l'approche a complètement changé. D'une certaine manière, Trump reste la figure principale de cette élection, dans la mesure où les démocrates, en effet, le présentent comme une menace à la démocratie. Il y a des enjeux existentiels qui se jouent dans cette élection. Mais néanmoins, il y a effectivement énormément de crispation, énormément de peur reliées. Et jusqu'au jour où Kamala Harris récupère la nomination, ou en tout cas obtient le soutien pour le faire. Et là, on voit un changement de ton vers presque la moquerie, en tout cas le rire, comme on dit en anglais, le dismissive, c'est-à-dire en fait, finalement, quand Kamala Harris est sondée, en tout cas questionnée sur les propos de Donald Trump, outranciers, plus outranciers que les autres, elle dit, c'est les mêmes, c'est la même chanson, on passe à autre chose. No comment. Donc en fait, finalement, elle dit, on passe à la prochaine question, ça ne m'intéresse plus. Donc d'une certaine manière, il y a ce ton qui permet aussi de remettre Trump à sa place et de dire, nous, on va essayer d'incarner les idées. On va incarner une approche vers la modernité en faisant le pari que si les Américains entendent suffisamment d'éléments programmatiques et peuvent s'adhérer à une véritable vision, ils choisiront justement la modernité et le saut vers l'avenir plutôt que de revenir en arrière. Mais comme vous avez justement rappelé, Donald Trump, ce n'est pas un candidat comme les autres, ce n'était pas un président comme les autres. Un des enjeux principaux dans ce débat-là, c'est de trouver le bon équilibre, c'est-à-dire entre corriger les mensonges ou les soi-disant faits alternatifs que Donald Trump aime lancer et avancer des éléments activement de son programme. Si elle passe tout son débat à pointer justement les incohérences ou les inexactitudes de Donald Trump, elle va jamais réussir à s'imprimer, alors que c'est vraiment l'enjeu principal. Donc aujourd'hui, ou ce soir, ou cette nuit, comme on voulait, elle aura besoin effectivement de se faire entendre malgré ses propos outranciers et faire imprimer son message et son programme. D'ailleurs,
on le disait dans le reportage, à la différence de Donald Trump qui, lui, je ne sais pas si c'est vrai, mais dit publiquement qu'il ne se prépare pas. Elle s'est enfermée pendant 3 jours dans un hôtel avec, comme en boxe, un sparring partner qui joue donc le rôle de Donald Trump et est censé la préparer au mieux. Alors, justement, sur ce programme de Kamala Harris, dont on pourrait peut-être dire, d'un point de vue français, qu'elle est de centre-gauche, vous me corrigez si je me trompe, elle a un peu brouillé les messages, en tout cas de ce qu'on en sait jusqu'ici. Il y a eu le coup de barre à droite du vote bipartisan pour la question migratoire avec la frontière texane, emmené par Joe Biden. Il y a eu le coup de barre à gauche, notamment sur le Proche-Orient. Non pas qu'elle ait changé d'avis sur le soutien à Israël, mais elle parle beaucoup quand même de la situation humanitaire à Gaza. Vous l'avez dit, elle défend à présent la fracturation hydraulique. C'est un sujet majeur aux États-Unis d'un point de vue énergétique. Est-ce qu'elle a besoin de clarifier un peu où elle en est dans son discours ? Oui, absolument. Il faut qu'elle détaille son programme politique. Pour l'instant, on sait qu'au niveau économique, par exemple, elle va accorder des crédits d'impôt aux jeunes entrepreneurs, des crédits d'impôt qui s'élèvent à $50 000, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qui est accordé aujourd'hui. Donc ça, c'est un point précis. Mais sur l'avortement, bien sûr, elle défend le choix des femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très évident. Mais après, sur les mesures économiques et migratoires, c'est-à-dire qu'elle s'est rapprochée un petit peu des positions centristes pour pouvoir courtiser tous les électorats dont elle a besoin. Et là, il va falloir qu'elle joue effectivement sur une fine ligne entre ces différentes positions, puisqu'il faut à la fois convaincre les États pivots, il faut à la fois convaincre les femmes, il faut à la fois convaincre les électeurs indécis, il faut convaincre un État comme l'Arizona qui demeure majoritairement pour Trump, parce que c'est un État à la frontière, et donc où la question d'immigration prend le pas, par exemple, sur la question de l'économie ou de l'avortement. Donc à elle de détailler toutes ces positions. Alors, comme on l'a expliqué avant, c'est une ancienne procureure qui va au fond des choses, qui est habituée à vraiment aller dans le détail, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu pour l'instant, puisqu'elle surfait sur cette vague d'enthousiasme créée par la convention démocrate, et puis par le fait que les démocrates ont été soulagés de voir cette candidate remplacer Biden et d'avoir une possibilité d'avenir, justement. Justement, sur les démocrates, d'un mot, est-ce que les électeurs démocrates ou les Américains en général, et ceux qui pourraient être tentés par ce vote démocrate, ont complètement tourné la page de l'épisode Biden, qui a quand même été, au cœur de l'été, une bombe atomique dans l'histoire politique américaine? Est-ce qu'ils ont pardonné aux démocrates de leur avoir fait d'une certaine façon perdre du temps dans la campagne, en s'accrochant d'abord à l'hypothèse Biden et puis finalement en le lâchant à Immigrant? Les Américains n'ont pas tout à fait tourné de page. C'est toujours le président sortant, donc il est toujours en exercice. Oui. Il est là, il est présent dans le paysage. Mais après, il faut distinguer de qui on parle, parce que les démocrates, oui, je pense que la page est tournée. Aujourd'hui, il y a cette vague d'enthousiasme, carrément de joie, en fait, déclenchée par le retrait de Biden et puis par l'entrée de Kamala Harris. Mais après, il faut savoir que le Parti républicain continue justement de marteler le fait que Kamala Harris, bien qu'elle dise rupture dans la continuité, qu'elle incarne cette continuité, la poursuite d'une politique Biden qui reste très impopulaire. Et puis par ailleurs, on voit qu'à l'issue de cet été, on entre dans la saison électorale principale, c'est la dernière ligne droite. Et le soutien pour Kamala Harris a à peu près stagné. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que l'élection se joue à ex-aequo aujourd'hui, avec en effet des personnes qui ne sont pas encore tout à fait décises sur le vote, qui considèrent que Kamala Harris est aussi responsable des échecs dans le bilan de Joe Biden, notamment sur l'immigration, qui reste le sujet, d'ailleurs, étonnamment, le sujet de prédilection principal des électeurs pendant ce cycle-là. Donc, d'une certaine manière, oui, le Parti démocrate a balayé ce chapitre Biden en lui chantant des louanges et en le remerciant pour plus de 50 ans de service à ce pays. C'était l'étape nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Néanmoins, l'électorat plus général a toujours Biden en tête, a toujours les faiblesses de la politique de Biden en tête. Et aujourd'hui, il considère que Kamala Harris est, entre autres,
en tout cas en partie responsable. Puisque Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages, ceux qui feront l'élection, vous me corrigez si je me trompe, ce sont en grande partie les indécis. Ils représentent quand même une partie assez importante de l'électorat aujourd'hui américain. Est-ce que l'étiquette progressiste, Kamala Harris, avec en plus cette origine californienne, cet engagement pour le droit des femmes, est-ce que, paradoxalement, sans jugement de valeur aucun, ça ne va pas lui coûter pour ce vote indécis qui se situe dans ces États du Sud plutôt conservateurs? Il est certain que l'étiquette progressiste n'est pas toujours en sa faveur, ne joue pas toujours en sa faveur. Si on prend les États du Sud, effectivement, où l'avortement est soit interdit, soit ramené à 6 semaines. La Floride, par exemple, n'a pas totalement interdit l'avortement, mais l'a limité à 6 semaines. Le discours progressiste de Kamala Harris ne les convainc pas. Et donc, c'est la même chose en Pennsylvanie, qui est aussi un État pivot. L'endroit où se tient le débat ce soir. Voilà, l'endroit où se tient le débat à Philadelphie. C'est un discours qui ne fait pas écho chez les ouvriers, par exemple, de l'ouest de la Pennsylvanie, donc les parties rurales, qui sont très peu préoccupés par les discours progressistes et beaucoup plus préoccupés par le fait d'avoir déjà un emploi, de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, et qui sont finalement, ou un discours sur les droits des femmes, vraiment va trouver moins d'écho. Comme le disait un ouvrier de cette région, moi, à partir du moment où je peux nourrir ma famille et puis couvrir les frais de santé, la paix mondiale et les histoires de ma femme m'importent peu. Sont moins, finalement, moins importantes, moins cruciales. Oui, justement, sur ce point des États qui basculent, c'est fascinant parce que juste avant le retrait de Joe Biden, justement, de la course, un des éléments préoccupants du Parti démocrate, c'était justement le fait que ce champ, cet éventail d'États se réduisait petit à petit. C'est-à-dire que de passer de 8 à 3 États, finalement, pivots, posait une vraie difficulté pour le Parti démocrate. Parce qu'en effet, Joe Biden, par la faiblesse, en tout cas l'image de la faiblesse, par des attaques du Parti républicain, par son impopularité, réduisait justement les possibilités, les chemins vers justement la victoire. Aujourd'hui, avec une Kamala Harris, et ça, je trouve ça passionnant, c'est que ces États-là sont, encore une fois, ex aequo. Il y en a certains où Kamala Harris dévance Trump d'1 point, 3 points, etc., ou Trump inversement, mais toujours dans le marge d'erreur de ces sondages. Ce qui fait qu'il y a une envie d'autre chose. Il y a un intérêt pour les électeurs dans ces États-là d'entendre autre chose que le message Trump. Ça veut dire qu'ils sont ouverts à une autre proposition politique, idéologique, une autre direction, justement. Et ce qu'elle a réussi à faire, en tout cas, et cet enthousiasme, et puis le fait de proposer encore autre chose, un renouveau générationnel, a permis de remettre en jeu ces États-là. Donc, ce n'est plus du tout la même présidentielle qu'on avait pensé au mois de juillet. Mais quand on y pense, et c'est lié à la géographie, à la structure des États-Unis, c'est fascinant, une campagne électorale fédérale américaine, quand les aspirations d'un électeur, qu'il soit à New York, à Philadelphie, à Seattle ou que sais-je, à Los Angeles, sont extraordinairement diverses. Comment tenir une ligne nationale quand on a une telle diversité, et surtout quand les États pivots eux-mêmes sont extraordinairement diverses? Oui, c'est toute la difficulté de ce fédéralisme, en fait, puisqu'il faut parler à tous les groupes de population. Donc, selon les États, on va s'adresser plus à l'électorat blanc ou aux latinos. Je reparle de l'Arizona, où les blancs sont en majorité, puisqu'ils sont 52%, mais il y a un électeur sur 3 qui est latino en Arizona maintenant. Donc, il va falloir parler à cet électorat-là. Donc, c'est très compliqué. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, il faut satisfaire les tendances du moment. Les femmes, bien sûr, vont peser très lourd dans cette élection, puisque le droit à l'avortement, même pour des États plus conservateurs, ça peut quand même... Ça reste un sujet assez transversal. Ça reste un sujet transversal. Ceci dit, pour revenir à ce que disait Amy...
La marge d'erreur est très faible, d'accord, et ça se joue à quelques milliers, donc 11 000 votes en Géorgie, 10 000 en Arizona, enfin vraiment 40 000 en Pennsylvanie. C'est tous ces petits votes qui vont faire la différence. Et Kamala Harris, au jour d'aujourd'hui, elle n'a que 4 points d'avance par rapport à Trump, comparé à 13% Biden à la même date, et Hillary Clinton, la secrétaire d'État, 7 points de différence à la même date. Donc elle doit vraiment se démarquer, parce que pour l'instant, c'est pas suffisant. Sachant qu'on rappelle que le système électoral américain est fait de telle façon qu'on peut remporter le vote populaire, mais pas nécessairement l'élection. C'est ce qui est arrivé à Hillary Clinton. Hillary Clinton, d'ailleurs, qui avait plutôt bien géré ses débats télé contre Donald Trump et qui a, au final, perdu l'élection. Alors, quelles sont les billes là, qu'a dans sa besace Kamala Harris, outre son programme, éclairer son programme, outre corriger Donald Trump ce soir quand il partira un peu à droite à gauche. Elle peut aussi l'attaquer, elle qui a ce parcours judiciaire, sur les déboires judiciaires de Donald Trump. C'est pas un petit sujet aussi, ça, quand même, Migraine. Oui, il y a quelques sujets assez transversaux qui peuvent parler à un électorat plus large aux États-Unis. En effet, on a parlé, et vous avez parlé des droits de femmes, donc à l'IVG. C'est fascinant parce que c'est un sujet qui peut rassembler des femmes au-delà des bords politiques. On avait vu en 2022 quand la Cour suprême des États-Unis avait annulé le décret Roe contre Wade qui a permis la protection constitutionnelle de ce droit-là, que finalement le Parti démocrate a assez rapidement saisi l'opportunité de faire justement de l'IVG le sujet central pour des élections de mi-mandat. Et c'était une stratégie payante parce que les référendums dans les États fédéraux qui voulaient justement faire élire des restrictions plus ou moins répressives et régressives ont échoué dans les États aussi improbables que le Kentucky. Et donc finalement, ce droit-là préoccupe de très très nombreuses femmes au-delà de l'affiliation politique. Donc en effet, il peut y avoir ce sujet-là. Et puis par ailleurs, on commence à voir dans les sondages que c'est un sujet prioritaire de parmi les femmes aux États-Unis. Et donc, elles sont prêtes à voter sur ce sujet-là. Donc, continuer à distinguer les postures démocrates et républicaines fera partie sans doute des armes de jeu de Kamala Harris. Mais aussi, vous avez bien mentionné le fait qu'elle soit procureure, que lui soit plusieurs fois condamné. En fait, c'est une première dans l'histoire. Et donc, elle avait commencé justement sa campagne, son entrée en campagne, à expliquer qu'elle connaît ce type-là parce que les fraudeurs, elle les a mis en prison. Les agresseurs, elle les avait mis en prison. Et donc, elle va essayer sans doute de tracer aussi, en tout cas, de souligner l'écart entre les valeurs qu'elle incarne et qu'il incarne. Et en revenant toujours sur cette notion de qui incarne les valeurs américaines. C'était frappant pendant la convention. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'était un exercice symbolique, mais très important, parce que, oui, c'était beaucoup la forme, mais qui servait à présenter Kamala Harris à l'électorat plus généralement. Mais en fait, on avait vu les démocrates se réapproprier les termes démocratie, travail, liberté. Et ils vont sans doute continuer à faire ça en essayant de tenir des exemples de très très près, typiquement l'IVG, pour montrer qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parti qui peut carrément brandir en tout cas ces pancartes-là, et c'est le Parti démocrate. Sachant que, vous me corrigez si je me trompe, même si Kamala Harris est réélue, l'équilibre à la Cour suprême fait qu'on ne pourra pas revenir sur ce qui a été défait en 2022 sur l'IVG. La question des déboires judiciaires de Donald Trump, elle est importante. Agnès Trouillet, on a quand même vu au moment des condamnations de Donald Trump que des électeurs républicains étaient, bien qu'il reste très populaire dans son parti, qu'il ait écrasé toute autre forme de discours politique, ont été quand même déçus de ce qui s'est passé et de la façon dont le procès a tourné en sa défaveur, mais aussi de son comportement au moment du procès. Oui, absolument. On constate... Des procès, d'ailleurs. Oui, des procès, parce que s'il n'y en avait qu'un... Donc il y a une frange de plus en plus importante au sein des républicains qui cherchent à se démarquer de Donald Trump. Et je pense notamment à à l'annonce de Liz Cheney récemment, qui a annoncé qu'elle allait voter pour Kamala Harris, alors qu'elle n'a bien sûr jamais voté pour un démocrate ou une démocrate par le passé, et qui confirmait que son père, Dick Cheney, allait également voter pour Kamala Harris. Donc, il faut raconter qui est Dick Cheney. Alors Dick Cheney,
qui était le vice-président de George Bush. Donc ça montre deux choses. Ça montre qu'il y a vraiment donc un détachement par rapport au comportement de Trump, et puis au fait que ce soit le premier accusé, reconnu coupable de crime pour un président candidat. C'est une première aux États-Unis. Et ça montre aussi que la fracture au sein du Parti républicain est telle que le parti ne peut plus accueillir des ténors comme Dick Cheney ou le Mitt Romney, voilà, ou même des gens comme Mitch McConnell qui ont vraiment critiqué Trump, non pas après les procès, mais après l'insurrection au Capitole le 6 janvier. Maintenant, sa base électorale ne veut rien entendre. Donc, qu'ils soient reconnus coupables ne change rien à leur soutien. Ils vont voter pour lui, quelle que soit la situation. Parce qu'ils ne peuvent pas voter pour des démocrates. Et je pense à Nikki Haley, qui a renoncé à faire campagne et qui a annoncé qu'elle allait soutenir Donald Trump. Enfin, du bout des lèvres, ça lui a coûté cher. Alors, c'est-à-dire que, bon, ça dépend, parce qu'il y a les électeurs et puis il y a aussi les soutiens au niveau du Parti républicain. Liz Cheney n'a pas vraiment d'avenir au sein du Parti républicain. Désormais, elle enseigne dans une école de sciences politiques dans le Wisconsin, où elle était représentante. Nikki Haley a un avenir au sein du Parti républicain, donc elle doit finalement ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que si jamais Trump est élu et puis qu'il y a des opportunités pour elle derrière, il faut qu'elle ait montré qu'elle lui a accordé son soutien, même si c'était du bout des lèvres. Elle l'a dit, c'est le candidat républicain, donc je voterai pour lui. Il y a quelque chose d'assez fascinant avec Donald Trump qui est dans le paysage public américain depuis une dizaine d'années maintenant, c'est que les gens ne s'en lassent pas. Les Américains ne se lassent pas de lui. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant. Parce que ses soutiens, en effet, ils aiment l'homme avant tout. Et puis, en effet, c'est la figure politique aujourd'hui dans le paysage américain pour laquelle les soutiens disent je voterai pour lui quoi qu'il arrive. Et parce que je vote pas forcément pour un programme politique, je vote pour l'homme, je vote pour ce qu'il incarne, je vote pour la disruption du système politique tel qu'on le connaît. Et donc, en effet, c'est tout à fait particulier. Le plus outrancier il peut être, le plus on aime, parce qu'on considère qu'il raconte des vérités. Il se présente en victime et en vainqueur à la fois. L'homme qui résiste à tout, la tentative de l'assassinat a marqué, en effet, une étape particulière dans ce trajectoire-là. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui adhère autour de lui, sur sa personne, peut-être davantage qu'à partir de ses idées. On continue bien sûr à évoquer ce débat et plus largement les enjeux de cette campagne juste après la pause. À tout de suite. – 10h30 ici à Paris, vous êtes dans Parlons-en, une émission consacrée aujourd'hui au grand rendez-vous de la politique américaine, le débat ce soir, le débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris. C'est la première fois qu'ils vont se parler face à face directement. Ça paraît assez fou, mais c'est le cas. On en parle avec vous, Amy Green, depuis tout à l'heure. Rebonjour. Bonjour. Merci encore d'être là. Enseignante à Sciences Po Paris, autrice de L'Amérique face à ses fractures, la fin du rêve américain, point d'interrogation, qui est sorti chez Talendier. Et avec vous, Agnès Retrouillet, rebonjour. Merci encore d'être là, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre. On va d'abord, avant de continuer à évoquer ce débat et les enjeux de cette campagne plus largement, écouter Sonia Dridi à Washington qui nous raconte les coulisses de la préparation du débat. Selon le New York Times, ces 90 minutes seront parmi les plus importantes de la politique américaine depuis des générations. Ce sera a priori le seul débat entre les deux candidats. Et donc il est crucial car, on le sait, cette élection sera très serrée. Donc Donald Trump et Kamala Harris vont tenter de convaincre le plus d'électeurs possible, notamment les indécis. Les sondages fluctuent, donnant tantôt l'avantage à l'un ou l'autre des candidats. Selon les sondages, on voit aussi que beaucoup d'Américains veulent en savoir plus sur Kamala Harris, que finalement ils ne connaissent peu, et donc c'est vraiment l'occasion pour elle de se présenter à un large public, de partager sa vision de la présidence. Kamala Harris qui, dans une interview, a déjà dit s'attendre à ce que son opposant multiplie les mensonges. Elle va, en tant qu'ex-procureur notamment, insister sur ses nombreuses condamnations. Pour Donald
Trump, eh bien, ce débat est l'occasion de rebooster sa campagne. On sait qu'il est très frustré de toute l'attention médiatique qu'a reçue Kamala Harris depuis qu'elle a remplacé Joe Biden. Il va aussi tenter de la présenter comme une girouette, quelqu'un qui change d'avis sur de nombreux sujets, notamment sur le fracking. Alors Donald Trump n'en est pas à son premier débat, mais il est aussi très imprévisible et ses conseillers lui demandent de rester le plus discipliné possible et de tenter de ne pas s'en prendre de façon agressive à Kamala Harris. On voit en tout cas dans la préparation du débat de style très différent. La candidate à elle était très studieuse en préparant pendant plusieurs jours ce débat dans un hôtel de Pittsburgh avec un conseiller notamment qui personnifiait Donald Trump. Ce dernier a lui dit ne pas vouloir trop préparer le débat. Il a notamment déclaré sur Fox News, citant Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne le premier coup dans le visage. En tout cas, c'est avec beaucoup d'attention que partout dans le pays, les Américains vont suivre ce débat. Alors, le fracking, pour précision, étant, on en parlait tout à l'heure, la fracturation hydraulique, qui est une façon d'extraire des hydrocarbures et qui met vent debout les défenseurs de l'environnement. Kamala Harris était contre et effectivement, elle a visiblement changé d'avis. Pour rebondir à l'instant sur ce que disait Sonia, les Américains, dit-elle, vont suivre avec beaucoup d'attention. Est-ce que c'est vraiment un rendez-vous, un peu comme le débat ici de l'entre-deux tours, qui est très suivi par les Français, qui est vraiment un rendez-vous important de la vie publique? Est-ce que c'est vraiment un événement aux États-Unis? On se met devant sa télé en famille et... Oui, alors soit en famille devant sa télé, soit sur les réseaux sociaux, parce qu'il va même être retransmis sur Disney+ et Hulu, le débat ce soir. Donc vous avez toutes les possibilités pour le suivre. Et je pense que beaucoup d'Américains vont saisir l'opportunité justement de découvrir plus Kamala Harris, puisque dans les derniers sondages du New York Times et CNN, 30%, presque 30% des Américains disaient « je ne la connais pas et j'ai besoin d'en savoir plus ». Donc c'est un grand moment. Et pour revenir sur les propos du reportage, Donald Trump prend les débats comme un match de boxe, c'est évident. Il est très à l'aise sur scène, il en a fait de nombreux. D'un autre côté, la personne qui prépare Kamala Harris, c'est une avocate de haut vol à Washington aussi, qui a défendu des grands groupes comme Google, Uber et Amazon, et qui prépare les démocrates depuis 2008. Donc Obama, Hillary Clinton, et il faut quand même aller chercher le conflit. Parce qu'un débat, il faut que ça soit conflictuel, il ne faut pas que ce soit plat et lisse, sinon les gens s'ennuient. Et donc, il va falloir préparer les phrases qui marquent, les petites punchlines, comme on les appelle, les traits d'esprit. Et donc, les phrases qui vont faire date, c'est-à-dire les expressions aussi comme celles qu'on a vues tout à l'heure. Je suis en train de parler, monsieur le vice-président. Laissez-moi terminer. Ce qu'elle avait dit à Mike Pence. Voilà, c'est ça. Donc, on va attendre aussi ce genre de propos de la part de Kamala Harris, qui va donc essayer d'aller titiller Donald Trump pour que, justement, pour qu'il commette la faute, en fait. Et sachant que oui, le dernier débat, bien sûr, on s'en souvient, avait été apocalyptique pour Joe Biden, qui s'était effondré en plein débat, enfin, disons, dont le manque de vivacité avait été criant à ce moment-là. Là, elle a quand même un avantage de taille vis-à-vis de Donald Trump, c'est qu'elle a 20 ans de moins que lui. Il y a quand même une énergie, une vivacité qu'elle a naturellement et qu'elle a en contraste aussi avec lui, qui n'est pas toujours d'une clarté intellectuelle au-delà du fond incroyable. Oui. En effet, les débats comptent. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui à parler de Kamala Harris et pas de Joe Biden. Donc en effet, ça peut effectivement tout changer. Kamala Harris aussi, vous avez bien raison de noter les phrases qui marquent, etc. Et puis, en effet, ce que je trouve très intéressant dans ce débat-là, c'est que Donald Trump reste pour ses soutiens imperméable. Donc, d'une certaine manière, que Kamala Harris cherche à le piéger, d'une certaine manière, ça ne va pas changer la vie de grand monde. Parce que
ses soutiens l'aiment vraiment beaucoup. Et puis par ailleurs, tout le monde qui a un avis sur Donald Trump a à peu près un avis. C'est-à-dire il y a très peu d'Américains qui n'ont pas d'avis sur la personne, alors que pour elle, c'est pas du tout le cas. Après, il y a une autre petite musique qui n'est même pas une musique, c'est explicitement raconté maintenant. C'est l'âge de Donald Trump, parce qu'aujourd'hui, c'est le candidat le plus âgé d'être investi. Hier, ce statut appartenait à Joe Biden, c'est plus le cas, c'est Donald Trump. Et donc, les démocrates, et il suffit de regarder la une de New York Times aujourd'hui pour voir que les démocrates continuent sur cette ligne des questions de la capacité cognitive de Donald Trump. Il y a des vidéos qui circulent sur des réseaux sociaux qui montrent Donald Trump en train de répondre sur des questions économiques, en fait, qui répondent complètement à côté de la plaque, et puis par ailleurs dans des phrases qui n'arrivent pas à terminer. Donc, il y a aussi ça, c'est à la fois des phrases qui marquent, c'est chercher de conflits, mais c'est aussi chercher pour ceux qui sont aujourd'hui indécis, non seulement à faire la distinction en termes des idées, mais aussi de faire la distinction en termes de la capacité de Donald Trump, justement, d'assurer un deuxième mandat, parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est le candidat le plus âgé dans l'histoire des États-Unis. Mais ça, c'est quand même un renversement de scénario total par rapport à ce à quoi on se préparait ces derniers mois. Oui, absolument. Et j'ai trouvé que Donald Trump avait un peu perdu pied quand même depuis l'investiture de Kamala Harris. Il avait vraiment un tapis rouge devant lui avec Biden qui s'était littéralement endormi pendant le débat. Donc là, c'était facile pour lui. Et donc, ce renversement de situation l'a vraiment déstabilisé. Parce que, et donc, les démocrates jouent là-dessus, effectivement. Et les clips vidéo se multiplient, le montrant en train de soit déblatérer, soit se perdre dans ses explications, répondant à des questions sur les gardes d'enfants par les déportations en masse. Comment je vais favoriser le logement? Eh bien, justement, en déportant les immigrés, en augmentant, en proposant des coupes dans les impôts. Enfin, c'est vraiment quelque chose, chacun son tour. Je veux dire, là, les démocrates peuvent renverser l'argument. Et effectivement, il est âgé. Et donc, dans 4 ans, est-ce qu'il sera encore en état? Maintenant, Donald Trump a bien dit, quand il a présenté son vice-président J.D. Vance, le sénateur de l'Ohio, que c'était quelqu'un qui pourrait prendre sa suite si nécessaire. Quelques mots de ces vice-présidents, parce qu'ils sont très importants. On ne connaît pas ça ici en France. D'ailleurs, peut-être que ça permettrait une forme de lisibilité de la politique française, mais c'est un autre sujet. Aux États-Unis, donc, on se présente sous forme de ticket avec son vice-président. Sur le choix de Kamala Harris, là encore, c'est gouverneur du Minnesota, c'est ça, inconnu de la plupart des Américains à l'heure où l'on se parle. Et pourtant, c'est quand même un personnage important de cette équipe qui se présente à la Maison-Blanche. Oui, effectivement, le candidat ou la candidate à la présidence choisit le vice-président, le colistier, par calcul politique, en fait, finalement. Et ça dit beaucoup de choses de l'approche, de la vision, des intentions, justement, du candidat. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Tim Walz? Quand on regarde Donald Trump, on voit qu'il a choisi quelqu'un dans J.D. Vance qui ne cherchait pas du tout à faire de compromis, qui voulait retrancher, justement, sur cette ligne républicaine dure, conservatrice, voire extrémiste. Avec Tim Walz, on voit un ticket démocrate qui cherche à aller au-delà. Kamala Harris, elle sait qu'elle vient de San Francisco, avec tous les stéréotypes que vous avez évoqués, c'est-à-dire la progressiste, la libérale. Et puis, par ailleurs, Donald Trump, il ne s'épargne pas de l'appeler woke. Il dit que c'est une communiste, une marxiste. En tout cas, il lui donne toutes les étiquettes péjoratif dans l'imaginaire américain pour essayer de faire peur. Alors que Tim Harris, il incarne, c'était un coach de football américain, quelqu'un qui connaît la réalité, quelqu'un qui connaît cette large ceinture de rouille, donc des anciennes puissances industrielles aux États-Unis qui vivent une transformation économique et sociétale massive, qui sont cruciales justement pour la victoire de quel que soit le candidat pour la victoire à la présidence. Et donc, ce choix de Kamala Harris, c'est de montrer au peuple américain et puis de montrer tout court, en fait, que c'est quelqu'un qui sait compléter son expérience, qui va aller chercher les électeurs des voix qu'elle aurait de la difficulté à obtenir par toute seule. Et donc, ce choix-là, c'est le choix pas de compromis, pas de compromission, mais c'est un choix pour montrer qu'elle est capable d'aller au-delà de sa zone de confort, au-delà de ses idées, pour chercher quelqu'un qui est capable de parler à des gens qui l'écouteraient peut-être pas elle seule. Néanmoins, il ne faut pas oublier non plus que ce gouverneur-là, c'est quelqu'un qui a une connaissance du terrain, qui est très, très proche des électeurs, qui a une autre expérience comme un peu chief executive de son État. Donc, c'est très précieux en politique aux États-Unis. Souvent, le président est issu du poste de gouverneur.
pas récemment, mais en tout cas, c'est souvent le cas. Donc, c'est quelqu'un qui connaît de politique de terrain très, très bien. Mais c'est aussi quelqu'un qui a eu des positions très fortes, aussi progressistes, et qui n'a pas rougi de ces positions-là, et qui a réussi tout de même à se faire élire avec ces positions-là. Pour commenter les images qu'on voyait derrière vous, c'était toute la famille de Tim Walz qui était en pleurs au moment de la convention démocrate face au discours de leur père. Sur les vice-présidents, Agnès Trouillet ? Oui, alors je vais rebondir sur ce que disait Amy Green, c'est-à-dire qu'en allant chercher Tim Walz, elle s'assure un représentant du peuple. Et donc ça, c'était un coup de maître, je pense. Et puis le fait aussi qu'ils viennent du Midwest, ce qui permettait de contrebalancer la vice-présidence de J.D. Vance. Elle aurait pu choisir le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro. On va voir, c'est un pari qu'elle a fait, si c'était le bon pari ou pas. Mais effectivement, ce vice-président lui permet de parler à tous ces gens qui ne sont pas très friands des progressistes de Californie. Et elle a, pendant la Convention nationale démocrate, rappelé qu'elle s'adresse au peuple. Donc elle a dit, quand j'étais procureure, je m'intéressais toujours aux personnes, aux gens, au peuple. Donc, est-ce que cette mesure va être favorable ou défavorable à la vie quotidienne de cette personne ou non? Donc, en fait, quelqu'un qui peut paraître une élite intellectuelle, libérale et même progressiste, libérale au sens américain et progressiste, elle va être contrebalancée par ce gouverneur Tim Walz. Et donc, on voyait les images, on voyait son fils qui se met à pleurer. C'est mon père là, c'est mon père sur la scène. Donc, il y a ce côté vraiment très... le peuple américain. Et je voulais revenir aussi sur ce que disait Amy tout à l'heure. C'est à partir de la Convention démocrate, il y a une récupération des grands thèmes républicains, le patriotisme. C'est la première fois que j'entends des démocrates scander USA, USA comme ça. Donc le pays, la patrie, la famille, le peuple. Et ils ont besoin, les démocrates, de se rapprocher du peuple, puisque c'est ce qui les avait fait perdre aussi en 2016. Cet éloignement, cette déconnexion du peuple, des milieux ouvriers, des classes populaires, etc. Donc c'est un très bon choix. Ces deux vice-présidents, d'ailleurs, vont débattre d'ici au 5 novembre, j'imagine. On l'a dit tout à l'heure, le grand thème de la campagne cette année, c'est l'immigration. On se souvient qu'on a tous appris que une élection américaine se gagnait sur l'économie, économie stupide. Est-ce que l'inflation, c'est le thème équivalent égal en importance à celui de l'immigration Étonnamment, non. Étonnamment, l'immigration est aujourd'hui la préoccupation principale des électeurs américains. Pourquoi? Parce qu'autrefois, justement, ce problème d'immigration clandestine, parce que toute l'immigration n'est pas perçue de cette façon par le peuple américain, était vécu principalement par des États frontaliers. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Arizona, qui reste aujourd'hui l'État, en tout cas, qui accueille le plus de passages chaque année. Autrefois, ça aurait pu être le Texas. Aujourd'hui, c'est l'Arizona. Donc, en fait, ça met une tension extrême sur ces États-là. Donc, c'était perçu vraiment de façon aiguë par ces zones très restreinte. Aujourd'hui, en raison des politiques, notamment des gouverneurs de ces États-là, de renvoyer des migrants clandestins vers des endroits comme New York, dans le Colorado, le Massachusetts, fait apparaître cette problématique à d'autres publics. Tout le pays. Effectivement, et qui mettent sous tension l'infrastructure sociale qui était déjà un petit peu tendue. Ça fait qu'on voit des camps de fortune avec des migrants dans la rue, dans les grandes villes où on n'avait pas du tout l'habitude de les voir. Donc aujourd'hui, c'est un problème, en tout cas perçu comme ça, vraiment par des Américains, notamment par des républicains, mais pas que. L'économie, ça reste très important. En effet, c'est vrai que des indicateurs macroéconomiques permettent de voir que l'économie américaine se porte plutôt bien, mais néanmoins, l'inflation, même qui commence à s'estomper, ne fait pas baisser les prix, ça ne fait pas augmenter les salaires. Et donc, finalement, l'expérience économique de l'Américain moyenne, ordinaire en tout cas, ne s'améliore pas. Et ça, c'est un argument de fond aussi de la campagne de Trump. Et ce sera effectivement un sujet que Kamala Harris va devoir expliquer, détailler de façon très, très claire et nette.
Eh bien, on verra ça tout à l'heure. C'est la fin de cette discussion. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues ce matin sur le plateau de Parlons-en. Amy Green, l'Amérique face à ses fractures chez Talendier, Agnès Trouillet, maître de conférence sensibilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre. Je vous souhaite beaucoup de café avec modération dans la journée pour vous accompagner jusqu'à 3h du matin, heure de Paris, pour suivre le débat que vous pourrez suivre aussi, bien sûr, en direct sur France 24 et qui sera débriefé toujours en direct au cœur de la nuit. On en reparlera bien sûr demain matin. Tout de suite, c'est le grand format de Parlons-en qui nous emmène au Laos, tout autre sujet. Et on se retrouve pour le journal de 11h. À tout à l'heure.